même, moi je voulais vous ramener sur le sujet des entreprises, votre sujet. Oui. C'est-à-dire, quand on dit tout ça, quand on aligne l'ensemble de... Je dis la même chose aux dirigeants d'entreprise que je croise. Hein. Et ben, à ce moment-là, ils vous disent... Et pourtant, j'ai des clients. Et à ce moment-là, merci Jean-Marc, je vais continuer, puis on va attendre de crever tous ensemble. Hein. Non, Carbone 4 faisait 25 personnes il y a 3 ou 4 ans, on en fait 75 aujourd'hui. Non. Donc ça veut dire, vous savez, c'est la fameuse parabole du colibri qu'on voit partout là. Donc ça veut dire que chaque entreprise, c'est en fait un petit colibri dans cette histoire qui porte, porte des gouttes d'eau. Je le dis d'un mot pour ceux qui ne connaîtraient pas, le colibri qui, avec son petit bec, porte des gouttes d'eau pour essayer d'éteindre l'énorme feu de forêt. Alors ils doivent composer avec plusieurs impératifs, les entreprises. Ils doivent composer avec le fait qu'ils doivent garder des clients. Mais ils doivent aussi composer avec le fait qu'ils doivent garder des employés. Alors, quand vous êtes dans une entreprise d'une certaine taille, garder des employés, ça veut dire en recruter tous les ans. Et en général, dans les entreprises d'une certaine taille, vous avez envie, dans le recrutement annuel, d'avoir notamment des gens dont vous vous dites, ceux-là, ils sont plus smart que la moyenne. C'est eux qui vont me trouver tout un tas de bonnes idées qui vont faire mon business futur. Bon. Il se trouve qu'en ce moment, vous avez de plus en plus de jeunes qui disent, écoutez les vieux, ça commence à bien faire, on a l'impression que notre avenir, vous en foutez complètement, dont la figure emblématique de ce mouvement est Greta Thunberg, absolument. Qui est pour moi une adolescente qui crie son angoisse, c'est tout ça et juste ça, et il faut l'écouter, parce qu'elle ne fait que crier son angoisse. Voilà. Et donc l'entreprise qui veut attirer ces gens-là doit envoyer des signes. Non seulement l'attirer, mais les garder. Oui. Et elle doit envoyer des signes qu'elle s'en préoccupe. On reçoit 100 candidatures par semaine. Ok. Et là-dedans, il y a énormément de gens qui sont dans des grandes boîtes en disant chez moi, il se passe rien, j'ai pas envie d'y rester. Ok, Jean-Marc. Et donc, vous donnez aux entreprises les moyens de faire l'affichage qui va bien. Non, mais pas d'être efficace pour éviter le drame que vous venez de nous décrire pendant une demi-heure. Non, parce que je suis le même dans la sphère privée que devant vous, et donc je tiens le même discours vérité, et on essaye de ne pas travailler avec des entreprises qui veulent juste faire du greenwashing. Celle-là, non seulement on ne veut pas travailler avec, mais de temps en temps, je ne me prive pas de dire publiquement que c'est du greenwashing. Donc, non, on essaye d'être... Et donc, votre conviction, c'est que tout ce qu'elles peuvent faire, elles, collectivement, va permettre de limiter la catastrophe qu'on vient de décrire. Non, mais alors, de limiter ou de contribuer à limiter, parce que personne ne porte... Il n'y a pas Atlas dans cette histoire. Personne ne porte toute la Terre sur ses épaules. Hein. Par contre, il y a des moyens de rentrer là-dedans qui sont des moyens sans regret. Alors, les moyens sans regret, c'est de se dire, par exemple, si on doit avoir des mesures réglementaires qui deviennent plus dures sur le CO2, et moi je vous fiche mon billet qu'on va les avoir. Ouais. Parce qu'un jour on paniquera devant la forêt de Fontainebleau en flammes, et on se dira à ce moment-là, oh putain, crac, on en refout un coup. Bon. Donc le pouvoir politique va procéder par à-coups. J'en suis totalement persuadé, et ça sera des à-coups réglementaires. Donc de temps en temps, il y a le coup que vous n'aurez pas vu venir, et par ailleurs, le monde va connaître des catastrophes. Le Covid, c'est un avant-goût. C'est un apéritif pour d'autres trucs qui vont arriver plus tard. N'ouvrons plus de tiroir là. Non, restons sûrs sans regret. D'accord. On peut agir sans regret. Donc on leur dit, imaginons que le monde se durcisse là-dessus. Est-ce que vous avez un plan B de prêt pour ce genre de circonstances ? Eh bien, il y a un certain nombre d'entreprises qui nous disent non seulement j'ai pas de plan B, mais ça m'intéresse d'en avoir un, donc on va travailler ensemble là-dessus. Vous avez des entreprises qui disent, nous on pense qu'on a déjà des offres qui sont du bon côté de la barrière. Alors, quand on bosse pour des gens qui tirent des trains, ils vous disent, nous on pense que s'il y avait plus de monde dans le train et moins de monde en bagnole, ça serait pas plus mal pour le CO2. Et quand vous regardez l'équation en termes d'emploi, c'est pas nécessairement mauvais. Ouais. Bon, c'est pas les emplois au même endroit, mais globalement, c'est pas mauvais. Bon. Vous avez les gens de la construction qui vous disent... On est sûr de ça, Jean-Marc ? Oui. Non, mais on est sûr que c'est mieux d'être dans le train que d'être dans une voiture qui consomme 2 litres au 100, par exemple. Si on prend tout, comme vous dites, en France, système contre système, comme dit Jean-Marc Jancovici. En France, oui. Oui. En prenant tout, le ballast, les rails, tout. Une bonne partie du réseau est déjà construit. On construit quand même pas le réseau tous les 4 matins. Ouais, mais enfin, j'ai regardé le ballast, ça se renouvelle fort quand même. Oui, le ballast se renouvelle fort, mais gros caillou. Hein. Oui, mais mais c'est mon métier de faire les comptes, rassurez-vous. Je vous crois. C'est même mieux d'être dans un bus que dans une voiture. Ah bah oui, ça j'ai pas de doute, oui. Bah ça dépend, les bus de la RATP en milieu de journée qui fonctionnent au diesel, non. Si on est 60 dans un bus... Mais ils vont passer à l'électricité. On n'est pas 60 toute la journée. On n'est pas 60 toute la journée. Donc, mais restons parce qu'on est au bout là. Donc on leur dit, imaginons qu'on a des méthodes aujourd'hui à Carbone 4 pour leur dire, imaginons qu'on soit dans un monde qui baisse les émissions de quelques pourcents par an, est-ce que vous voyez où sont les marchés qui vous sont interdits, les marchés qui s'ouvrent pour vous, etc. Donc on réfléchit à ce genre de trucs. Il y a un certain nombre de domaines dans lesquels les gens sont déjà d'accord pour avancer parce qu'ils arrivent à marier l'économie et l'écologie. Par exemple, si vous arrivez à convaincre les cadres que pour le bien de la planète, il faut diminuer la taille des voitures de fonction, vous avez à la fois fait un geste pour la planète et fait un geste pour vos comptes. Mais c'est anecdotique, c'est rien dans le... C'est un exemple, Mais oui, mais moi, je vais vous dire, Jean-Marc, c'est le symbole du truc. Non, c'est qu'on ne parle que de ça, en fait. Non, ça dépend des entreprises. Si vous prenez une société de services de type banque ou assurance, vous avez 2 sujets dans une entreprise comme ça. Vous avez ses placements,
C'est le très très gros sujet. Ouais. Où est-ce qu'elle met son pognon? Voilà. Et à partir du moment où on sort ça, parce que ça doit devenir un processus instruit dans le dur, etc. Pour le reste, vous avez 3 postes qui comptent, son parc informatique, ses bureaux et ses déplacements. Donc les déplacements des cadres dans une banque, c'est pas du tout anecdotique. C'est les gros contributeurs aux voitures de fonction et à l'avion. Donc c'est pas du tout dans la partie fonctionnement interne, c'est pas du tout anecdotique. Donc vous avez... C'est 3% de 4% des émissions de gaz à effet de serre. Oui, mais chacun à son échelle. Après, je vous signale qu'avec ce genre de raisonnement, on ne serait jamais allé nulle part. Parce que mais c'est le cœur de notre discussion, Jean-Marc. C'est ce pourquoi vous êtes là. Vous n'avez qu'un seul pari pascalien qui peut être gagnant. Qu'un seul, c'est d'essayer. Parce que si personne n'essaye, vous êtes sûr que c'est Covid+ qui régulera le système. Parce que le système sera régulé. Donc le système sera régulé par une petite règle de 3 qui s'appelle l'équation de Kaya, que je vous invite à regarder, que vous avez déjà lu si vous parlez de Jean-Claude dans le texte. Et cette petite règle de 3 vous dit que tout ce qui ne se fera pas comme régulation volontaire sur la sobriété et l'efficacité énergétique et l'efficacité carbone se fera par contraction économique et diminution de la population subie. Alors, diminution de la population subie, il y a 2 trucs qui marchent bien, c'est la famine et la maladie. Même la guerre, ça va pas assez vite. Mais par contre, ça provoque des famines et des maladies, c'est assez efficace pour ça. Bon. Donc, si on... Jean-Marc, non, restons là-dessus, c'est le cœur du truc. C'est le cœur du truc. Je veux bien, non, mais je veux bien vous entendre, mais je veux, à ce moment-là, je veux qu'on m'impose, ou plutôt qu'on me préconise des comportements rationnels. Oui, on est d'accord. Ah non, mais si vous êtes en train de me dire aujourd'hui le gouvernement est pas raccord dans ce qu'il décide avec ce que je suis en train de vous expliquer, alors là je signe tout de suite, vous me trouvez le papier, on est parfaitement d'accord. D'accord. Alors je vais vous donner quelques exemples là-dessus. On a déjà engagé en France, à fin 2018, 120 milliards d'euros pour développer des éoliennes et des panneaux solaires. Je dis partout que c'est une connerie énorme, que ça n'a aucun intérêt, sur aucun plan. Ça ne crée pas d'emplois parce que ça augmente les importations. Donc macroscopiquement, ça en détruit. Ça ne diminue pas le CO2 parce que le solaire fait plus de CO2 que le nucléaire. Mais, ah oui, que le nucléaire, oui. Que le nucléaire. L'éolien, c'est à peu près pareil. Donc ça ne décarbone pas l'électricité. Oui, d'accord. Ça n'augmente pas la sûreté nucléaire, parce que contrairement à ce que tout le monde pense, on va garder le parc nucléaire en backup. C'est exactement ce qu'ont fait les Allemands. Ils ont gardé le parc existant en backup. Ils ont fermé quelques centrales nucléaires et ouvert quelques centrales à gaz. Mais globalement, ils ont la même puissance installée aujourd'hui en backup qu'il y a 20 ans. Pareil. Par contre, on va moins s'en servir. Donc on va dégrader leur facteur de charge, donc on va dégrader leur rentabilité, donc on va dégrader leur sûreté. D'accord ? Donc c'est un truc de Shadok. Avec 100 milliards d'euros, moi je vous aurais doublé tout kilomètre de route en France d'une piste cyclable sécurisée. Partout en France. Le même prix. Et ça c'est efficace dans votre combat, ça ? Évidemment. Parce que vous en servez peut-être pas, mais moi qui habite en banlieue parisienne... Vaut pas mieux avec 100 milliards ? 100 milliards, vous pouvez construire une dizaine de réacteurs nucléaires. Vaut pas mieux construire une dizaine de réacteurs nucléaires avec 100 milliards ? En plus. Je dis oui, 100 milliards de plus. Là, on était sur 100 milliards qu'on a mis dans les éoliennes. Et les panneaux solaires, je vous dis, moi, je ne les aurais pas mis là-dedans. Avec 40 milliards, vous supprimiez le chauffage au fioul en France, remplaciez toutes les chaudières à fioul par des pompes à chaleur. C'était très bon pour supprimer des importations, supprimer du CO2, donc augmenter l'emploi. Juste avec 40. Hein. Après, il vous en restait 80 pour faire autre chose. Des piscines. Non, mais voilà. Donc, du réacteur. En plus, effet de série, sans doute 10 ou 12. Pas que, mais il faut en faire aussi, mais pas que. Donc oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Aujourd'hui, ce sujet est géré avec un amateurisme qui est désolant. Donc le gouvernement aujourd'hui ne sait pas faire une règle de 3. Tous les gouvernements. Et tous les gouvernements. Et c'est ça qui est très perturbant. Ils n'ont pas la queue d'une sur une compréhension fine du problème à traiter. Jean-Marc Jancovici, Emmanuel Macron a réclamé, je cite, une pause réglementaire européenne sur la mise en place des nouvelles normes environnementales. Est-ce que ça doit être la cible ? Je ne sais pas de quoi il parle. Donc, vous savez, des normes environnementales, il y en a des centaines, il y en a des milliers, donc je ne sais pas de quoi il parle. Est-ce qu'on peut se dire qu'il y en a trop ? Je ne sais pas si lui-même sait de quoi il parle du reste. Donc, la bonne question, c'est de quoi parle-t-il ? Je ne sais pas. Mais est-ce que les normes sont nécessaires ou est-ce qu'effectivement... Évidemment qu'elles sont nécessaires. Ouais. Je vais prendre un exemple qui est le bâtiment. S'il y avait en pleine crise du bâtiment. Hein. Oui, mais s'il n'y avait pas dans le bâtiment des normes sur la manière de construire, vous ne sauriez pas si votre bâtiment va résister aux inondations, éventuellement aux tremblements de terre dans les zones sismiques, etc. Donc évidemment qu'il faut des normes. C'est absolument indispensable. S'il n'y avait pas une norme sur le filetage des vis, par exemple, un truc tout con, les différents fabricants de vis et de boulons feraient des filetages qui ne se correspondent pas nécessairement. Donc la norme, c'est quelque chose qui est... Non mais je trouve ça passionnant qu'on puisse parler avec vous autant des autoroutes que des vis et des voitures électriques. C'est tout con, mais donc en fait la norme est absolument indispensable dans un système industriel. Jean-Marc
Jean-Marc Jancovici, puisqu'on en est au logement, cette crise majeure que traverse la France, avec une catastrophe à venir, peu de réponses aujourd'hui de la part du gouvernement, mais une question également qui est celle de la maison individuelle. Alors la ministre du Logement précédente, Emmanuelle Wargon, avait mis les pieds dans le plat, ça lui avait été énormément reproché en disant que peut-être que le modèle de la maison individuelle était daté. Qu'est-ce que vous répondez là-dessus, Jean-Marc Jancovici? C'est aujourd'hui l'un des problèmes, c'est qu'il y a moins de construction. Et comme il y a moins de construction, il y a aussi une tension sur le monde de l'immobilier et sur le monde du logement qui est extrêmement lourde. Est-ce qu'il faut construire plus ou est-ce qu'en effet, il faut se dire c'est plus le modèle? Il y a quelques années, avant Le Monde sans fin, j'avais écrit un bouquin dans lequel un des chapitres s'appelait « Mettre les villes à la campagne, c'est fait ». Alors, quand on regarde ce qui s'est passé avec l'abondance énergétique, avant l'abondance énergétique, qu'est-ce qui se passait? Vous aviez soit des gens qui habitaient à la campagne dans des maisons, donc l'habitat rural standard, c'était pas des immeubles, c'était des maisons. Mais à ce moment, ils avaient une activité qui demandait très peu de transport. Le déplacement quotidien de l'agriculteur ou du paysan, c'était d'aller de chez lui jusqu'à son champ. Le champ était pas loin, etc. Et il y avait donc en fait, on avait un modèle dans lequel une proximité entre travail et habitat. Ça flottait parce que vous n'aviez pas besoin de vous déplacer à partir de votre logement pour aller loin. Bon. Et les gens qui étaient en ville, ils étaient dans des endroits où ils pouvaient tout faire à pied. C'est pour ça que les cœurs de ville historiques en Europe sont tous des cœurs de ville très denses, concentrés, où on peut tout faire à pied. Si vous habitez dans Paris, vous pouvez quasiment tout faire à pied, ça pose pas de problème. Et dans n'importe quelle ville ancienne, vous pouvez faire ça. Avec l'énergie abondante, on s'est mis à avoir hors des villes des gens qui ont une activité de type urbain, des emplois de service, enfin des emplois industriels et des emplois de service, et par ailleurs qui ont besoin d'une voiture. Du coup, pour assurer une mobilité loin de leur domicile, puisqu'ils sont plus agriculteurs, et ils sont... Plus on rajoute aujourd'hui des zones pavillonnaires, plus on rajoute des gens qui sont dépendants de la voiture. Or, on vient de se dire que la dépendance à la voiture, c'est quelque chose qui n'est peut-être pas garanti pour l'éternité, c'est-à-dire qu'il va peut-être pas y avoir les moyens matériels de conserver les 40 millions de véhicules particuliers qu'on a en France. Alors, l'absence de ces moyens matériels, ça se traduira par des pénuries, de l'inflation, etc. C'est ce genre de truc qui va matérialiser ou des interdictions, mais c'est comme ça que ça va se manifester. Du coup, est-ce que c'est très raisonnable aujourd'hui de continuer à mettre des gens dans des zones où ils se disent, à court terme, là, je vais être très bien, mais sauf que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans... Mais c'est eux-mêmes qui seront pénalisés avec le prix de leur transport individuel. On pourra bien appeler l'État au secours s'il y a une impossibilité physique d'assurer le déplacement d'une partie des gens qui habitent dans ces zones. C'est pas complètement illégitime aujourd'hui de dire c'est peut-être pas une bonne idée de continuer à les augmenter, ces zones. Donc du coup, la bonne question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Mais de partir de l'idée... Mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour l'habitat? Qu'est-ce qu'on fait pour le logement qui est en grave crise aujourd'hui? Alors il y a deux choses distinctes. D'abord, il faut savoir qu'en France aujourd'hui, la création de logements était, alors je ne sais pas si c'est encore le cas sur les 6 derniers mois, mais était de façon chronique le double de la création de nouveaux ménages. Donc chaque année, plus le cas. Aujourd'hui, il y a moins de logements qu'il n'en faudrait. Alors, moins qu'il n'en faudrait, je ne sais pas ce que ça veut dire. Moi, ce que je vous dis encore une fois, c'est que les statistiques que j'avais jusqu'à très récemment, c'est qu'on créait 2 fois plus de logements qu'il n'y avait de nouveaux ménages. Et là-dedans, donc c'était trop. Oui, ça veut dire qu'on peut en faire moins. Ça veut dire qu'on peut s'arranger avec moins. Après, dans les nouveaux logements qu'on crée, il y a aussi pas mal de résidences secondaires. Est-ce que c'est indispensable de faire des résidences secondaires? Il y a des gens qui vont m'écouter en hurlant « De quoi? C'est liberticide !» Oui, mais enfin, la résidence secondaire, avant l'énergie abondante, ça n'existait pas. Donc, quand on va retourner à l'énergie contrainte... C'est une invention récente. Oui, parce que c'est permis physiquement par l'abondance énergétique. Avec une abondance énergétique plus basse, avec moins d'énergie, on n'aura pas les moyens d'avoir des résidences secondaires. À l'époque, il y avait que les aristocrates qui avaient des résidences secondaires. Le peuple n'en avait pas. Donc la question, c'est est-ce qu'il faut continuer à en faire? Parce que ça vient quand même artificialiser et construire pour des occupations qui sont ponctuelles et qui nécessitent un transport, voilà, et qui sont hors des zones par ailleurs d'activité économique. Voilà. On a également un sujet sur la déprise d'un certain nombre de villes. C'est quoi la déprise? Vous avez un certain nombre de villes moyennes dans lesquelles vous avez de moins en moins de gens qui habitent. Vous avez le taux de vacances des logements qui augmente. Et donc les gens. Donc il vaut mieux réintégrer des habitants dans ces centres-bourgs. Donc tous les vieux retraités veulent faire construire en Bretagne et sur la Côte d'Azur, pendant qu'à Valenciennes ou à Arras, vous avez des gens vous avez des logements vides. Donc vous avez un sujet aussi d'aménagement du territoire. Alors aménager le territoire, ça porte un vilain nom, ça s'appelle la planification, mais ça veut dire qu'il faut essayer, par exemple, de faire les nouvelles usines de batteries ou d'autres dans des endroits où il y a plein de logements vacants, histoire de recréer de l'activité. Alors, je ne connais pas le taux de vacances des logements à Dunkerque, mais histoire de recréer de l'activité. Mais la vallée, elle est plus large que seulement Dunkerque. Mais il faut donc recréer de l'activité, idéalement, dans des endroits où il y a déjà des logements vides. Donc, en fait, aujourd'hui, ce qu'on ne sait pas faire, parce que l'abondance énergétique nous a rendu la vie facile, et donc on n'a pas eu besoin de se creuser la cervelle, c'est refaire des plans un peu large maille,
en juxtaposant le sujet des transports, le sujet des logements, le sujet de l'activité, le sujet de l'agriculture, etc. Et à comprendre comment est-ce que tout ça continue à flotter dans un monde dans lequel les flux physiques seront moins faciles à créer.